Les opérateurs téléphoniques ont accepté de baisser les tarifs Internet à Madagascar, une mesure qui sera appliquée cette semaine, même si les nouveaux prix ne sont pas encore précisés, selon le ministre de tutelle aujourd'hui. Mamra Vatmang sera transférée à la prison de Melrose, à Maurice, dès sa sortie de l'hôpital. Dans le même temps, la ministre de la Justice malgache a annoncé que les démarches pour engager une procédure judiciaire visant Andra Dzwele et d'anciens membres de son gouvernement seront lancées d'ici la fin de l'année. Les opérateurs du secteur des télécommunications ont accepté de réduire les tarifs d'Internet selon l'explication donnée par le ministre compétent ce matin. Cette réduction prendra effet cette semaine, mais le nouveau tarif n'est pas encore officiellement connu. Concernant la question des taxes, le ministre a déclaré que l'État n'est pas opposé à la demande des opérateurs, mais qu'une amélioration des infrastructures est indispensable pour garantir une meilleure qualité de service. Depuis vendredi dernier, on s'est accepté qu'on va regarder et avancer ensemble dans la même direction. C'est-à-dire, on met fin au bras de fer, puis ils ont accepté de baisser le prix de façon vraiment à respecter la concurrence libre, puis ils vont proposer ce qu'ils peuvent de façon significative, puis surtout avoir un grand impact pour le public. Entre-temps, l'État, le ministère a demandé qu'on travaille surtout sur la concurrence réelle, c'est-à-dire une concurrence sur le prix, concurrence sur la qualité, une concurrence sur la vitesse, puis surtout les investissements. Nous, on ouvre toujours la discussion selon leur demande d'aller alléger tout ce qui est droit d'assises et TVA. Mais on souhaite que ces montants-là soient renversés puis réutilisés dans l'investissement pour améliorer surtout la qualité de l'Internet à Madagascar. Tout ça dans le but d'aller promouvoir la digitalisation, mais aussi pour avoir l'inclusion numérique pour tous. Cette décision intervient après plusieurs jours de contestation sur les réseaux sociaux où les internautes dénonçaient les prix exorbitants de l'Internet à Madagascar. Mamra Vatmang sera transférée à la prison de Melrose à Maurice, conformément à la décision rendue ce 1er décembre 2025 par le tribunal de Port-Louis. Il ne retournera plus au centre de détention de Moka. Le transfert aura lieu dès qu'il aura reçu les documents autorisant sa sortie de l'hôpital de Kandos. Selon la police mauricienne, la prison de Melrose dispose des infrastructures nécessaires pour accueillir des détenus souffrant de problèmes de santé. La Financial Crimes Commission avait déjà recommandé jeudi dernier qu'il y soit placé. L'homme d'affaires malgache avait été incarcéré au centre de détention de Moka vendredi dernier avant d'être hospitalisé dès le lendemain à l'hôpital Victoria de Kandos en raison de complications de santé. Concernant les diverses personnalités de l'ancien régime qui apparaissent régulièrement aux côtés de Mamra Vatmang, un silence marqué semble s'être installé. Aucun commentaire, aucune prise de position. L'attitude laisse penser que cette affaire ne les concerne plus. La ministre de la Justice, Fanny Suernev, a déclaré sur RFI que toutes les démarches seront engagées d'ici la fin de l'année pour ouvrir une procédure judiciaire visant Andra Dzwele. Elle explique qu'il s'agit d'une étape préalable à un éventuel mandat d'arrêt international visant l'ancien président et les membres de son gouvernement. Selon la ministre de la Justice, il est impossible d'émettre immédiatement un mandat d'arrêt international sans enquête préalable et sans convocation. Elle confirme qu'aucun mandat n'a encore été émis contre Andra Dzwele ni contre l'ancien Premier ministre chef du gouvernement Christian Tse, mais que l'ouverture des procédures est imminente. Les perquisitions menées actuellement par des forces de l'ordre font l'objet d'abus. Pour ne citer qu'un exemple, un incident s'est produit à Mbouibao où une perquisition sans mandat a été effectuée par 6 individus. Le propriétaire a appelé la gendarmerie, ce qui a permis d'arrêter 2 d'entre eux, tandis que les 4 autres ont réussi à prendre la fuite. L'incident ne s'est pas limité à cela. Un autre groupe de 6 individus s'est également rendu au domicile des parents d'Andiama Ouldine à Swamiandalena hier vers 13h. Ils ont affirmé
affirmé qu'une somme d'argent appartenant à l'ancien président Andry Rajoelina était dissimulée sur place et que la maison devrait être fouillée. Selon les explications, la fouille a été menée par la force. Les occupants ont été ligotés, menacés et violentés, notamment par des menaces de mutilation. Les responsables ne devraient procéder à une fouille ou à une perquisition qu'après avoir obtenu une autorisation du tribunal, sauf en cas de flagrant délit, crime grave, où la police peut intervenir immédiatement, même sans mandat écrit. Une enquête est déjà en cours concernant ceux qui cherchent à perturber le régime actuel, a déclaré la ministre de la Justice. Les enquêtes sur ces troubles et ces velléités de déstabilisation de la refondation que nous menons, ainsi que la surveillance de ces personnes, sont lancées pour identifier les commanditaires et leurs intentions. Face à ces troubles et abus répétés, les députés de l'opposition anti-Mazas appellent l'État à examiner de près la situation actuelle. Ils estiment que ces événements pourraient être des actes commis par des malfaiteurs. Un entretien a déjà eu lieu entre les groupes parlementaires de l'opposition et le Premier ministre lors de son passage à Tsimbazaz. Le programme ETSCA-FOSC, initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a été officiellement lancé aujourd'hui. Il ambitionne de lutter contre toutes les formes de corruption et de fraude liées à l'obtention des diplômes, à l'enseignement et à l'accès au marché du travail. Tous les acteurs, qu'ils soient impliqués directement ou indirectement, sont concernés, c'est-à-dire établissements d'enseignement supérieur, enseignants, chercheurs, entrepreneurs, employeurs et employés du secteur privé, étudiants et grand public. Aucune exception ne sera tolérée. Toute personne reconnue coupable sera poursuivie selon les explications. Je réitère que le régime dirigé par le président de la refondation ne reculera pas dans la lutte contre la corruption et toutes les pratiques douteuses. Nous appelons tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les utilisateurs de faux diplômes, ceux qui les recrutent, ceux qui les vendent, ainsi que les parcours et formations ouverts sans autorisation seront poursuivis. Ainsi, l'initiative vise à identifier les diplômes falsifiés ou non conformes aux normes académiques, à identifier les établissements d'enseignement supérieur ouverts sans autorisation, à renforcer la transparence dans le recrutement des fonctionnaires et du secteur privé, à restaurer la confiance du public et à lutter contre la violence et les abus sexuels au sein de l'université. Pour atteindre ces objectifs, le ministre a annoncé une approche en deux volets. Les auteurs de fraude peuvent se dénoncer volontairement pour éviter les sanctions et toute personne témoin d'un cas peut le signaler en fournissant des preuves. Nous appelons à la solidarité de tous, car cette lutte contre le faux ne peut être menée par le ministère seul. Nous avons ouvert la plateforme FOSC pour permettre la dénonciation de ces méfaits et pousser chaque responsable à assumer ses responsabilités. N'ayez pas peur, la refondation du pays exige l'effort de chacun. Le secret des dénonciations sera préservé, et nous faisons confiance aux lanceurs d'alerte pour rapporter des faits avérés. Le Bianco est partenaire du projet. La signature de la convention entre le Bianco et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est prévue pour le 9 décembre prochain. La communauté internationale reconnaît les avancées réalisées par les autorités en place, à en croire les différentes déclarations publiées ces dernières semaines. Face à ces signaux, les spécialistes des relations internationales appellent néanmoins l'État malgache à faire preuve de vigilance et à réaffirmer la souveraineté du pays. La transition dirigée par le colonel Michael Rajinirin semble ainsi bénéficier d'une dynamique de reconnaissance accrue sur la scène internationale après le changement intervenu à la tête de l'État. Parmi les nombreuses prises de position rendues publiques, certaines sont jugées encourageantes, d'autres appellent à la prudence et exigent, selon Sheira Ranjemil Rovasson, un réel courage politique de la part des dirigeants malgaches. Une analyse formulée à la suite du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine publiée samedi dernier. Depuis 1960, Madagascar a connu ses présidents Philbert Tsiranan, Didier Ratsirek, Albert Zaf, Ravalomanana Mark et Rajaonarmapiani Andry Rajoelina. Tous ont été destitués au cours de leur mandat,
Cela signifie que notre pays a changé de constitution à 6 reprises. Pourtant, l'Union africaine continue de nous enjoindre de nous référer à la Constitution. Il appartient donc aux Malgaches de définir clairement le modèle politique qu'ils souhaitent adopter. Devons-nous tirer des leçons de la succession de destitutions présidentielles? De cette réflexion dépend la stabilité politique que le CSP appelle de ses vœux pour mettre fin aux crises récurrentes. Cette situation laisse également entrevoir une forme de reconnaissance des destitutions récentes, qu'il s'agisse de celle d'Andrazuel, d'Omar Bongo ou encore du président de la Guinée-Bissau. Omar Bongo, président de Guinée-Bissau. La journée de publication de ce communiqué du CPS a d'ailleurs coïncidé avec un échange entre le colonel Michael Radjenirin et le président français Emmanuel Macron. Simple calendrier diplomatique ou coïncidence, s'interroge par un Auguste qui souligne néanmoins que les sujets évoqués ne présentaient aucune contradiction. Le dernier paragraphe du communiqué en exerce une expression sur Madagascar pour qu'il mette en place une feuille de route dite consensuelle et inclusive. Cela revient presque à nous imposer une forme de cogestion du pays. Ce passage est le plus problématique et annule tous les points positifs mentionnés auparavant. On a l'impression d'être un élève contraint de rendre sa copie pour correction. Une telle approche risque de freiner les efforts actuels de lutter contre la corruption. On finira par nous demander de suspendre les poursuites au nom de l'apaisement. Pourtant, Madagascar reste un État souverain. Les observateurs estiment enfin que les dirigeants actuels doivent tirer les leçons des 65 dernières années de l'histoire politique du pays. L'ouverture vers les partenaires étrangers demeure indispensable, mais la priorité doit rester l'intérêt national. L'heure est la mise en place de stratégies durables pour éviter le retour des crises politiques et affirmer pleinement la souveraineté de Madagascar.